Bonsoir, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau le docteur Géraldine Lefebvre, qui nous avait déjà fait le plaisir de nous présenter un webinar sur Léon Monnet. La nouvelle de cette année, c'est que Géraldine est devenue directrice du MUMA au Havre, et après ses multiples expositions autour de l'impressionnisme, elle participe donc cette année évidemment au grand événement des 150 ans de la première exposition impressionniste, qui se déroule d'ailleurs au musée d'Orsay jusqu'au 14 juillet, et ensuite à Washington, comme vous pouvez le voir, jusqu'au 20 janvier 2025. Parallèlement, elle va également présenter un énorme travail sur l'anniversaire de la donation Senfold au MUMA, grand collectionneur s'il en est, qui se déroulera du 16 novembre 2024 au 16 février 2025. Donc aujourd'hui, je crois que Géraldine a fait un travail pour essayer de, si ce n'est élucider, en tout cas appréhender de manière un peu plus nouvelle cette première exposition impressionniste qui soulève pas mal de questions au final. Oui, mais alors merci Pascal pour cette présentation. Donc on va essayer donc en 1 heure, et je vais essayer de tenir cet engagement de durée, vous présenter donc en 1 heure cette première exposition impressionniste qui s'est tenue et qui s'est ouverte le 15 avril 1874 à 10 heures du matin, donc non loin de l'Opéra Garnier, dont d'ailleurs le chantier touche à sa fin. Une exposition d'un genre tout à fait nouveau, qui ouvre ses portes. 165 œuvres présentées par 31 artistes, indépendamment complètement du salon officiel. Et donc, cette exposition se dévoile au public. Il y a à la fois des exclamations d'admiration, des cris outrés, des rires moqueurs. Les réactions sont très contrastées. Beaucoup de visiteurs enragent, furieux d'avoir dû débourser 1 franc, le même prix d'ailleurs que l'entrée du salon officiel, pour ce qu'ils considèrent comme de véritables hôtes brossés à la va-vite, une insulte aux vrais artistes, est-il dit, qui s'échinent à créer dans les règles de l'art. D'autres, au contraire, louent ces touches libres, enlevées, ces couleurs claires et vives, ces formes esquissées qui semblent vibrer au rythme de l'émotion du peintre, libéré complètement des dictats du salon officiel. L'événement a lieu donc au 35 boulevard des Capucines, dans le lumineux atelier de Nadar, du photographe Nadar, au dernier étage de l'immeuble. Donc, sur la façade complètement rénovée durant les années 60, on voit se déployer en lettres géantes d'ailleurs cette enseigne lumineuse de l'atelier Nadar. C'est donc dans cet espace moderne qu'une une bande de peintres, de jeunes peintres novateurs, fatigués de voir leurs tableaux refusés au salon, vont organiser une première exposition. Alors, ils ont pour nom Auguste Renoir, Claude Monet, Camille Pissarro, Edgar Degas, Alfred Sisley, et ils ont déjà fondé le 27 décembre 1873 la Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs, graveurs et lithographes. Donc, cette idée nouvelle est annoncée dans la presse par une affiche conçue spécialement. Durant un mois, à peu près 3500 visiteurs se pressent dans l'atelier du photographe pour voir cette exposition de chefs-d'œuvre. Alors, on retrouve dans cet atelier de Nadar des œuvres devenues emblématiques de l'impressionnisme. Je cite le Berceau de Berthe Morisot, Gelée blanche de Camille Pissarro, toutes ces œuvres que l'on va voir ensemble. La Loge d'Auguste Renoir ou encore Répétition d'un ballet sur la scène de Degas. Monet figure aussi en très bonne place avec un certain nombre d'œuvres, notamment 5 peintures, dont le fameux Impression Soleil levant, mais aussi Le chant de coquelicot, Le déjeuner et d'autres œuvres que nous allons regarder ensemble. Le mot impressionnisme n'existe pas encore à ce moment-là et les styles des artistes sont très très variés. Ces artistes sont soutenus pour la plupart par le marchand Durand-Ruel, et ils sont réunis, donc ceux qui vont devenir les impressionnistes et leurs proches sont réunis avec d'autres artistes beaucoup moins connus, mais certains commencent à le devenir et sont quand même des artistes novateurs. Je pense
à des artistes tels que Félix Braquemont, qui est graveur, ou encore Zacharie Astruc, Paul Cézanne ou Giuseppe De Nittis, qui exposent également au salon officiel. Donc, contre l'avis de Monet, Degas a même invité des peintres de style classique qui, pour certains, sont complètement tombés dans l'oubli. Donc, là, vous voyez sur cette slide l'ensemble des membres de ce conseil d'administration, de cette première exposition des artistes anonymes. Donc, conseil d'administration avec Pissarro, Rouard, Mettling, Meyer, Monet. Donc, vous voyez à la fois des noms que vous connaissez bien, mêlés à d'autres noms qu'on va découvrir. Donc, ce sont tous des artistes, des peintres, mais pas uniquement. Il y a aussi un sculpteur et puis un lithographe. Voilà, le conseil de surveillance est dirigé par Renoir, Auguste Autain et Béliard. Et puis, il y a également donc tous ces artistes que vous voyez qui vont devenir célèbres, les artistes impressionnistes, Cézanne, Boudin, Sisley, Degas, Guillaumin, Pissarro, Morisot, Renoir, Monet, et puis tous ces artistes dans l'ombre que l'on va également découvrir ensemble, et également un certain nombre de collectionneurs dont vous voyez les noms également s'afficher, le docteur Gachet, Jean-Baptiste Faure, le comte Doria, Manet, Brandon, Durand-Ruel, et donc toutes ces personnalités vont participer à cette première exposition impressionniste. Donc, l'initiative de cette exposition semble revenir à Claude Monet, à Sisley, Pissarro, Renoir et Édouard Béliard. Tous ces artistes vont réussir à susciter donc vraiment l'adhésion de leurs amis, puisque tous ces artistes se connaissent. Donc, il réussit à associer à ce projet des noms, des artistes comme Cézanne notamment, ou encore Léon et Auguste Autain. Alors, sur cette constellation que vous voyez à l'écran, elle vise, alors peut-être de manière un petit peu maladroite, ou en tous les cas très dense, à montrer les relations entre ces artistes qui se côtoient tous de près ou de loin. Vous le voyez, Degas est au centre et il joue un rôle très important. Il est à la fois proche de Rouard, mais également de Brandon, qu'il rencontre lors de ses études à Rome, et les deux artistes vont vraiment devenir des amis. Et Degas va inviter donc Brandon à exposer lors de cette première exposition impressionniste. Degas connaît aussi, vous le voyez très bien là, la famille Morisot depuis les années 60, donc des liens également importants. D'autres liens à noter dans cette constellation, ce sont tous les artistes qui naviguent autour du Café Gerbois, qui se trouvait rue des Batignolles à Paris, et où se retrouvaient beaucoup d'artistes autour d'Édouard Manet. J'en profite pour souligner justement l'absence de Manet, qui a refusé de participer à cette première exposition impressionniste au prétexte qu'il souhaitait se faire reconnaître au salon officiel. Mais si vous voulez, tous les artistes qui l'ont côtoyé dans ce café Gerbois sont présents: Renoir, Braquemont, Cézanne, Monet, Latouche. Latouche, qui est un peintre également du Havre, qui a côtoyé Monet. On retrouve Boudin, qui a été le maître de Monet, Cals également. Donc tous ces artistes, on va ensemble donc les découvrir. Une petite chose encore, très rapidement, vous dire également que un certain nombre de ces artistes sont très très proches de cercles ayant trait à l'art japonais, et donc se retrouvent autour de cet amour, de cette passion pour l'estampe japonaise. Alors, voilà, maintenant nous allons commencer à rentrer dans ces œuvres, dans ces peintures qui sont réunies dans cette exposition et qui ont pour motif la vie moderne. Heu, alors on pourrait reprendre cette formule de Castagnari: «L'objet de l'art ne change pas, le moyen de traduction seul est modifié, d'autres diraient altéré. Telle est, en soi, toute la tentative des impressionnistes». Alors, la trentaine de scènes modernes présentées à l'exposition impressionniste déroulent la vie de leurs contemporains par différents aspects. On va voir notamment la, fai- la s- pardon, la sphère domestique. Je cite et non, on va revenir. La sphère domestique avec Morisot et Monet, les courses et les chasses avec Degas et de Molins. On va également passer par la plage avec Eugène Boudin, ou le monde du spectacle avec Degas et Renoir. En dehors de la repasseuse de Degas, de ses danseuses, de la prostituée,
d'une nouvelle Olympia et d'une jeune actrice déguisée en parisienne de Renoir, les impressionnistes peignent la vie mondaine et les loisirs. Ils ne s'intéressent que peu à la misère et au monde du travail. Pardon. Vous avez ici donc une œuvre présentée par Paul Cézanne, une moderne Olympia, qui est bien sûr un clin d'œil à Manet, dont le tableau fit scandale au Salon de 1865. Un tableau brossé à la va-vite, aux couleurs claires, éclatantes. L'œuvre scandalise complètement la presse, comme en témoignent ces lignes d'un journaliste de l'artiste qui dit ceci: comme une vision voluptueuse, ce coin de paradis artificiel a suffoqué les plus braves. Monsieur Cézanne n'apparaît plus que comme un espèce de fou agité en peignant du delirium tremens. Donc Cézanne est moqué et suscite les plus virulentes critiques, provocateur par son sujet, mais aussi par sa facture tout juste esquissée. C'est important cette notion d'esquisse, on reviendra sur ce sujet. Ses couleurs sont jugées écœurantes et sa perspective douteuse. Une moderne Olympia de Cézanne est le tableau le plus moqué de cette exposition. Et l'on craint, au point que l'on craint que le tableau soit l'inséré pendant le temps de l'exposition par un visiteur à venir. Au même moment, le salon encense Henri Gervex, qui propose un sujet mythologique au corps antique, dont raffole le public de l'époque. Alors, vous avez donc ici un certain nombre d'œuvres de Degas, avec ces danseuses de Degas, dont Degas est absolument friand. On retrouve ici la repasseuse. Voilà. Et également ici, donc, ce sujet qui est traité également par Renoir, avec cette danseuse merveilleuse. Renoir va présenter 7 œuvres à cette exposition impressionniste. Contrairement aux œuvres de la plupart des autres artistes du groupe, les tableaux de Renoir vont avoir la faveur du public. Ils sont plutôt bien accueillis. En particulier cette danseuse qui retient toute l'attention des critiques et du public. Elle est vraiment, voilà, la danseuse est fidèle à la réalité, est-il dit, et possède une élégance fine et nerveuse dans sa vérité. Bien sûr, elle rappelle aussi le travail de Degas sur le même motif, mais alors que Degas, lui, va s'intéresser davantage aux danseuses dans les coulisses, qui ne sont pas justement en train de danser, mais plutôt en train de poser ou de remettre leurs chaussons. Renoir, lui, va vraiment s'atteler à un tableau qui est vraiment un portrait, et un portrait en majesté de cette danseuse qui se tient droite, qui occupe toute la toile. Donc c'est vraiment un très beau portrait d'un des modèles préférés de Renoir à ce moment-là, qui est l'actrice Henriette Henriot. Voilà, donc un très très beau portrait avec un très beau travail aussi dans la robe et dans le tutu de tulle de la danseuse. Alors, voilà également ce travail par Degas. Également ici, cette repasseuse, puisque Degas a beaucoup travaillé sur ce monde des femmes du travail, que ce soit les repasseuses, les blanchisseuses. Vous voyez ici avec un pastel. Voilà. Également, ici, vous avez certains des tableaux présentés par Claude Monet, qui va présenter 5 peintures et un certain nombre de pastels et d'esquisses, des tableaux modernes dans leur touche, sauf, mis à part le déjeuner, qui lui est vraiment à part dans cette sélection. Vous le voyez ici, c'est plutôt un tableau traditionnel qui a d'ailleurs été présenté au salon. Donc pas en 1974, mais en 1869-70, et qui a eu donc un succès officiel également, et que Monet va présenter également dans cette exposition impressionniste, aux côtés d'œuvres beaucoup plus modernes, comme ce boulevard des Capucines, qui lui va être extrêmement moqué. Un critique va vraiment s'attarder sur toutes ces petites mouchetures noires qu'il ne peut aucunement apprécier comme je dirais,
ce peuple de Paris où, en tous les cas, l'œuvre est vraiment moquée et on ne reconnaît absolument pas l'animation avec les passants d'une rue parisienne et en l'occurrence du boulevard des Capucines. Ici, vous avez donc une œuvre de Berthe Morisot, le Berceau. Berthe Morisot est très représentée dans cette première exposition impressionniste. C'est d'ailleurs la seule femme qui expose dans ce groupe d'hommes. Berthe Morisot est l'égérie d'Édouard Manet, dont elle a épousé le frère. Les sujets des peintures de Morisot donc, appartiennent vraiment à la sphère domestique. Son berceau est très remarqué donc à cette exposition impressionniste. Ici, Berthe Morisot a recours à ses proches, en l'occurrence à sa sœur, ce qui permet de ne pas faire appel à des modèles professionnels, ce qui est d'ailleurs jugé tout à fait inconvenant pour l'époque. Donc, Morisot va progressivement d'ailleurs dépasser ces limites pour développer un style brut et très coloré qui va très vite préfigurer l'expressionnisme. Là, on a encore une facture assez lisse, assez douce, avec vraiment la sphère de l'intimité, mais elle va très vite évoluer vers des œuvres beaucoup plus brutes. C'est par une lettre d'Edgar Degas à sa mère que Berthe Morisot est invitée à participer à cette exposition des impressionnistes. Il faut savoir qu'au même moment, 283 femmes seulement participent au salon de 1874 sur 2153 artistes, ce qui correspond à peu près à 13% de l'ensemble des artistes présentés au salon. Et dans cette exposition des impressionnistes, il n'y a donc qu'une femme, Berthe Morisot. Alors, Berthe Morisot expose chez Nadar vraiment des œuvres très personnelles, puisqu'on retrouve toujours des membres de sa famille, en général sa sœur. Ici, vous avez un très beau tableau cache-cache qui représente une mère et son enfant. Mais ce qui est intéressant chez Berthe Morisot, c'est que très souvent, elle traite ses personnages comme des paysages. Elle les inclut tellement, aussi bien au niveau des couleurs de drapés, que les paysages pardon, les personnages ont tendance à se fondre dans le paysage. On le voit à la fois sur les petites fleurettes qui sont sur la jeune femme de la lecture ou l'ombrelle verte. Finalement, ces fleurettes qui sont à la fois sur le tissu de la robe, sur le tissu posé sur l'herbe et qui s'étendent finalement dans le paysage. Donc il y a vraiment un jeu entre le paysage et le personnage. Également, Pissarro va présenter un certain nombre d'œuvres. Ici, vous avez le jardin de la ville de Pontoise, qui est une œuvre qui montre voilà, ce plaisir des jardins, de la promenade dans les jardins. Et vous voyez toute cette société de Pontoise. Pissarro va beaucoup travailler dans cette région de Pontoise, donc une œuvre d'une grande beauté. Alors, ça nous permet justement de passer à un autre sujet qui est traité par les impressionnistes, c'est l'école du plein air, la nature et le paysage. Cette exposition impressionniste se démarque justement parce qu'elle représente, elle réunit un certain nombre de peintures qui ont été réalisées sur le motif dans le paysage. Cela est noté d'ailleurs par les critiques qui disent l'école de plein air est représentée au boulevard des Capucines par Monsieur Monet, Pissarro, Sisley, Degas, Roy, Renoir et Mademoiselle Morisot. Ernest Chesneau le rappelle également puisqu'il dit à côté du salon, le plein air, exposition du boulevard des Capucines. Donc c'est vraiment une exposition qui se démarque du salon par cet attrait pour le paysage. Vous avez ici une toile encore de Camille Pissarro, Les châtaigniers à Osny, donc qui représente donc justement un travail sur le motif dans le paysage. Également une autre toile ici de Pissarro, une matinée du mois de juin. Donc vous voyez ce travail très précis de l'artiste qui est complètement dans le paysage, sur le motif, et qui va essayer de traduire les sensations, le passage des nuages, également la lumière qui se dépose ici sur un champ de blé. Donc un travail vraiment au cœur du paysage. Également ici, vous avez deux œuvres de Sisley.
Donc c'est sur les bancs de l'atelier Glaire que Sisley fait la connaissance de Monet, de Pissarro, et de Basile également. Et tous ces artistes vont tenter ensemble, l'aventure du plein air, notamment dans la forêt de Fontainebleau, mais aussi à Marly-le-Roi, comme c'est le cas ici, ou à Port-Marly, à Sèvres également, et puis enfin à Moret-sur-Loing pour Sisley. Donc malgré, un certain succès critique et le soutien de ses marchands, parce que Sisley est vraiment très soutenu, par Durand-Ruel, dans cette première exposition impressionniste, mais malheureusement Sisley ne va pas connaître le succès, de son vivement malgré ses soutiens, importants. Alors également, chose importante, cette exposition, des impressionnistes va, faire sensation, heu, par le côté justement esquissé, qui est, noté, qui est remarqué, par les critiques et qui va même finalement être, qui va même être attribué par Claude Monet à une de ses œuvres. C'est-à-dire que à la fois les critiques vont mettre en valeur ce côté, esquissé et Monet, au même moment, va décider d'attribuer un titre complètement vague à un tableau qui ne pouvait représenter, le port du Havre, puisqu'il jugeait que le motif n'était pas assez précis et il va décider de mettre, au catalogue le titre «Impression». Donc c'est vraiment par ce titre, «Impression», que, finalement et par le mot, de Louis Leroy que, on va en arriver à les qualifier d'impressionnistes. C'est-à-dire que très rapidement, le mot de Louis Leroy, va, faire le tour, donc il est publié dans le Charivari le 25 avril, 1874 et donc il va, se moquer de cette impression, impression soleil levant et ce mot va rester à la postérité. Alors ce qui est intéressant, c'est que finalement, Castagnari va le dire, ils sont impressionnistes en ce sens qu'ils rendent non le paysage qui est devant eux, mais la sensation produite par le paysage. Le mot même est passé dans leur langue, ce n'est pas paysage, c'est impression que s'appelle au catalogue Le Soleil de Monsieur Monet. Monet d'ailleurs dira beaucoup plus tard, à la fin de sa vie, je n'ai que le mérite d'avoir peint directement devant la nature en cherchant à rendre mes impressions devant les effets les plus fugitifs. Et je reste désolé d'avoir été la cause du nom donné à un groupe dont la plupart n'avaient rien d'impressionniste. Alors cette impression, elle est taclée, elle est moquée, elle est considérée comme non achevée. Il est difficile de retrouver le sujet qui pourtant a fait, l'objet d'une grande enquête, menée, par le musée Marmottan, autrefois en 2014, pour effectivement localiser, Monet, dans le port du Havre, dans cet hôtel de l'Amirauté. Il se trouve donc sur le Grand Quai et il va peindre le soleil se levant sur le port du Havre, donc en 1872, pendant l'hiver. Donc une œuvre qui est maintenant parfaitement datée, parfaitement localisée. Ce qui est intéressant dans le cadre de cette première exposition impressionniste, c'est que cette œuvre qui paraît inachevée, qui n'est qu'une impression, qui ne porte pas vraiment de sujet en elle, qui est esquissée presque en un seul mouvement, est aussi une œuvre qui est entourée d'un certain nombre de dessins et notamment de pastels, de Monet et je trouve ça très intéressant parce que, Monet va présenter, avec Boudin, un certain nombre de pastels de soleil levant ou de soleil couchant sur la mer lors de cette, exposition impressionniste et s'il n'y a pas encore de série, heu, vraiment propre à proprement parler dans la peinture de Monet en 1872, ce qui est intéressant, c'est que Monet commence à travailler en série dans ses pastels, dans ses dessins, à partir de 1868. Donc on impression apparaît finalement dans cette exposition impressionniste comme
l'aboutissement d'un travail de dessinateur, c'est-à-dire comme le dessin le plus achevé d'une série au pastel qui aura été travaillée dans le paysage sur ce motif. Alors voilà, là vous avez ici à l'écran donc cet article de Jules Leroy dans le Charivari, donc qui dit: «Impression, j'en étais sûre, je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression là-dedans». Le fameux mot utilisé par Monet pour baptiser sa toile inspire donc à Louis Leroy le titre ricanant de son article Exposition des impressionnistes. Alors voilà, après, vous avez toutes ces caricatures aussi qui sont publiées dans la presse à l'époque et qui montrent la frayeur du public devant, ces sujets, qui ne la frayeur, la terreur même, hein, puisque c'est le mot qui est employé par Cham, devant, ces toiles, cette exposition, des impressionnistes. Alors, les œuvres que ces artistes, présentent, heu, sont restées à la postérité, hein. On a fait un rapide survol, donc des œuvres présentées par ceux que l'on appellera, les artistes impressionnistes, mais en fait, ils ne sont absolument pas seuls, finalement leur travail, se trouve présenté à côté d'autres travaux d'artistes, beaucoup moins connus, et reconnus. Et finalement, c'est une assemblée, d'artistes très, très différentes. Alors il y a des toiles de Zacharias Struck, de Monsieur Attendu, de Béliard, de Bracmont, de Brandon, de Cals, de Collin, de Brasse, Meyer, de Nitis, des hommes si différents par leurs opinions, leur tempérament et leur éducation. Et Durand-Ruel précise, ce qui sous-tend finalement, cette volonté de réunir, tous ces artistes, Renoir, Monet, Pissarro, dans l'espoir de rencontrer plus d'indulgence auprès du public, ont décidé finalement de s'adjoindre quelques autres artistes moins discutés, comme Bracmont, Boudin, Lépine, Cals, Brandon et Denitis, qui sont, et notamment Denitis, tout à fait, reconnus, acceptés au salon et dont les œuvres sont présentées régulièrement au salon officiel. Alors, regardons donc le travail d'Adolphe Félix Cals, ici avec ce vieux pêcheur qui est donc présenté dans cette première exposition impressionniste. Cals est une figure un petit peu tutélaire. Vous voyez qu'il est né en 1810, qu'il décédera quelques années plus tard. Et il fait ses débuts au salon en 1835, hein, donc c'est vraiment un artiste maintenant qui a toute une carrière derrière lui. Et, et finalement, à ce moment-là, tous ses amis, tous ses comparses de l'atelier Nadar, de cette première exposition impressionniste, n'étaient pas encore nés à ce moment-là. Donc après des débuts de graveur, il va s'intéresser à la peinture avec un tropisme pour les scènes de genre de la vie paysanne. Donc c'est effectivement ici un vieux pêcheur que vous voyez, mais il va aussi travailler beaucoup ces scènes de paysans. En 1874, il soutient ardemment les impressionnistes et en 1881, ses œuvres seront exposées à titre posthume à la 6e exposition des impressionnistes. Alors, vous avez également un sculpteur dans cette assemblée avec la figure d'Auguste Autain. Ici, une sculpture réalisée en 1840, soit 34 ans plus tôt que l'exposition. Donc, vous voyez d'emblée que c'est un travail tout à fait hétéroclite qui est montré au sein de cette exposition impressionniste. Auguste Autain est donc l'unique sculpteur du Cénacle. Euh, il a un rôle très important également puisqu'il fait partie vraiment du conseil de surveillance. Donc, il est vraiment à l'initiative de la création de cette société anonyme. Il est vraiment un concentré d'académisme tout à fait aux antipodes de tout esprit d'avant-garde, mais il va soutenir en fait, c'est un esprit libre qui cultive de nombreux styles et qui va soutenir les impressionnistes. Ici, vous avez 2 œuvres, de Giuseppe De Nittis. Il est l'un des 12 artistes présents à la fois au salon officiel de 1874 et à la première exposition,
impressionniste chez Nadar. Il est invité par Degas à exposer à ses côtés et auprès de ceux qui croient en la nouvelle peinture. Donc Giuseppe De Nittis va avoir un rôle double. Il va être à la fois très présent au salon et également décider de supporter ses amis impressionnistes. Vous voyez d'ailleurs que d'un côté, il présente Queffredo Fait-il froid au salon, hein, alors que de l'autre, il va davantage présenter un paysage, route en Italie, pour l'exposition des impressionnistes. Alors également, ici, deux œuvres absolument magnifiques de Giuseppe De Nittis qui sont présentées donc dans l'exposition impressionniste avec ses campagnes du Vésuve, campagne du Vésuve. Il y a plusieurs vues de ce type. Giuseppe De Nittis est un artiste originaire des Pouilles en Italie et il va s'installer à Paris en 1867 et il va très rapidement s'intégrer au milieu d'avant-garde et c'est vraiment sur l'invitation de Degas qu'il va venir exposer chez Nadar. Il favorise les sujets très contemporains, souvent intimistes, les femmes aussi, les parisiennes. Son style vraiment va allier audace et réalisme, comme c'est le cas ici dans ces deux très beaux paysages. C'est un artiste qui va mourir très soudainement à l'âge de 38 ans, mais qui aura voilà, un très beau succès au salon pendant ces années-là. Alors également un artiste, alors là, peu connu, Gustave Collin, qui est un artiste natif d'Arras, qui est un élève de Corot. Collin fait partie des artistes ayant exposé au Salon des Refusés en 1863. Il s'inscrit absolument dans les mêmes démarches que Boudin ou Monet, en cherchant vraiment à travailler en plein air. Donc c'est vraiment très souvent des études sur le motif en plein air, une pratique très attentive à tous les effets d'atmosphère, que l'on retrouve d'ailleurs assez bien ici, dans ce Castillo ou le goulet de Passerès, marée haute. Une œuvre forte également en couleurs. On va voir Collin en fait utiliser des couleurs de plus en plus puissantes. C'est un artiste qui est apprécié par les collectionneurs, notamment par Roire et par le comte Armand Doria. Il va s'installer dans le Pays basque dès le début des années 1860 et va travailler des paysages très ensoleillés et colorés. Vous avez également dans cette exposition impressionniste un certain nombre d'œuvres de Stanislas Lépine, qui est aussi un artiste comme Collin, De Nittis, Autain ou Astruc, qui choisissent de présenter leurs œuvres de manière indépendante aux Capucines et en même temps au salon. Stanislas Lépine est vraiment présenté dans les deux salons en parallèle et il est d'ailleurs assez reconnu par le public. Alors, certains artistes comme Boudin ou Pierre Bureau, ici, vont travailler sur des scènes. Alors, Bureau va beaucoup travailler sur des scènes de genre, comme Félix Kals. Il va travailler aussi sur des vues d'intérieur et également sur des paysages de ce type. Euh, il va être aussi très proche de Boudin, donc c'est un artiste intéressant. On peut regarder également le travail, voilà, là vous avez le travail d'Eugène Boudin, voilà, qui montre également des œuvres aussi bien aux Capucines, donc chez Nadar, qu'au Salon. Boudin est à ce moment-là, en 1974, bien assez reconnu, et il va fédérer un certain nombre d'artistes, il va faire venir un certain nombre d'artistes dans cette exposition des impressionnistes. Alors, également, ici, vous avez le travail d'un artiste peu connu qui s'appelle Édouard Brandon, qui a fait beaucoup de scènes de genre judaïque. Édouard Brandon est un artiste proche de Corot, dont il fut l'élève, et de Degas, qui va l'inviter à participer à cette première exposition. Brandon joue un rôle double et on va le revoir rapidement puisque c'est aussi un grand collectionneur puisqu'il va tout à fait apprécier d'ailleurs le travail de Degas. Le travail de l'artiste est essentiellement donc consacré, enfin, dans ces scènes présentées dans cette exposition impressionniste, aux scènes donc sur la thématique du judaïsme, comme vous pouvez le voir ici.
Également, un artiste très différent, Auguste de Molins, qui lui va, essentiellement travailler sur les scènes de chasse à courre. Donc vous en avez 2 exemplaires ici, intéressantes. Auguste de Molins est un artiste natif de Lausanne. C'est vraiment un peintre animalier, donc vraiment dont le thème préféré est la chasse à courre. Également, dans cet assemblage, vous le voyez, vous commencez à le percevoir maintenant, cet assemblage vraiment, hétéroclite, hybride. Vous, avez également un artiste, très très reconnu, Félix Braquemont, mais qui est essentiellement reconnu pour son travail de graveur. Félix Braquemont va présenter dans l'exposition des impressionnistes 32 eaux-fortes. C'est grâce à son travail de graveur que de nombreux portraits sont passés à la postérité, de nombreux portraits de personnalités, de l'époque. C'est, un des membres de la Société des aquafortistes. Bracquemont est célèbre pour avoir initié, pardon, ses congénères à l'art de la gravure, mais aussi pour leur avoir transmis son goût pour l'art japonais. Donc voilà, vous avez ici le divan d'après Édouard Manet. Donc il va aussi bien sûr diffuser le travail de ses contemporains grâce à ses gravures. Ici donc le travail d'Édouard Manet et le travail de Turner avec cette locomotive. Ici, vous avez le travail, d'Édouard Belliard, qui travaille à Pontoise et ses environs, dans les pas de son maître, Camille Pissarro. Édouard Belliard est trésorier de la société, donc il présente ses œuvres aux 2 premières expositions impressionnistes et puis ensuite il va, rentrer en politique, dans sa ville de Pontoise et il va abandonner en grande partie la peinture, mais il est présent lors de ces 2 expositions impressionnistes. Ici, vous avez le travail d'Henri Rouart, ingénieur, artiste, mécène, et qui gagne vraiment sa vie en tant qu'ingénieur, mais qui va également avoir, qui va être lié d'amitié avec les peintres de l'avant-garde et en particulier avec Edgar Degas. Voilà. Également, donc voilà, Béliard. Nous allons aborder une question intéressante dans cette exposition des impressionnistes. Le catalogue référence un certain nombre d'œuvres qui sont entre les mains d'amateurs. J'ai tiré quelques lignes, vous pouvez le voir. Je mentionnais donc le soutien du marchand Durand-Ruel pour l'œuvre de Sisley. C'est effectivement à lui qu'appartiennent les œuvres de Sisley présentées dans l'exposition. Mais l'on voit également apparaître la figure du docteur Gachet, qui possède un très beau guillemin. Également Brandon, je vous disais, qui va collectionner les œuvres de Degas. Vous voyez que cette œuvre ici, la classe de danse, appartient à Monsieur Brandon. Également ici, la repasseuse, qui est également dans la collection de Monsieur Brandon, qui avait un certain nombre d'œuvres de Degas. Également ici, donc, vous avez une œuvre d'Armand Guillaumin, Soleil couchant à Ivry, donc présentée dans cette exposition, et qui est en possession donc du docteur Paul Gachet, que vous voyez portraituré ici par Van Gogh. Également ici, les 2 œuvres de Sisley qui sont en possession de Paul Durand-Ruel. Alors, je voudrais terminer aussi ce PowerPoint et cette présentation de cette première exposition impressionniste avec une œuvre de Zacharie Astruc, intérieur parisien. Vous voyez une femme ici se délassant dans dans une méridienne avec un éventail un petit peu japonisant, le mobilier l'est en tous les cas. Et vous voyez que cet intérieur parisien comporte un certain nombre de tableaux au mur. Ce qui est intéressant, c'est que l'on reconnaît sans difficulté sur le mur du fond le bocal de pêche de Monet. Ce bocal de pêche qui est une œuvre
importante, une œuvre de jeunesse de Claude Monet qui a été réalisée dans le jardin d'ailleurs, au moment où Monet, se trouve, dans le jardin et dans la maison de sa tante Le Cadre à cette adresse pendant l'année 1867. Alors, il est difficile, l'historique, de ce bocal de pêche ne permet pas, aujourd'hui, de connaître l'identité, de cette jeune femme, dans cet intérieur parisien. Voilà, mais on pourrait imaginer qu'il s'agit d'un membre de la famille, Manet, pourquoi pas? Parce que, on connaît les liens très proches entre Zacharie Astruc, et Édouard Manet. Vous voyez d'ailleurs un portrait ici, de Manet, un portrait d'Astruc pardon, par Édouard Manet. Donc on pourrait tout à fait imaginer qu'on se trouve, voilà, dans un intérieur avec, voilà, une jeune femme de la famille Manet. En tous les cas, l'historique, de ce bocal de pêche avant qu'il ne rentre dans la collection de Durand-Ruel, n'est pas connu à ce jour, donc il est difficile d'établir le lien, mais il y a encore là, je dirais un certain nombre de choses à découvrir, sur, sur les œuvres présentées dans cette première exposition impressionniste. Donc voilà, je termine avec, une dernière, slide justement donc qui montre un petit peu donc l'ensemble, de ces artistes, à la fois ces artistes reconnus, et qui sont passés à la postérité, que je vous ai montrés et qui, ont travaillé donc ces sujets modernes, hein. C'est vraiment cette vie moderne, je dirais, qui change dans cette, 2e moitié du 19e siècle qui va donc tout simplement être le sujet de ces toiles. Ces artistes vont peindre aussi dans le paysage, ils vont s'ancrer dans le paysage et peindre ces grandes, transformations. Bien sûr, ils peuvent se sortir de l'atelier, grâce, à l'invention du tube de peinture qui les rend beaucoup plus mobiles. Ils peuvent travailler donc directement sur le motif et donc ces artistes reconnus, ces artistes impressionnistes que vous avez ici, Cézanne, Boudin, Degas, Sisley, Guillaumin, Pissarro, Morisot, Renoir, Monet bien sûr, étaient entourés d'artistes, qui sont, pour certains toujours méconnus, du grand public et qui, les ont, entourés à ce moment-là. Ils ont également, et on le voit bien, déjà un réseau de collectionneurs qui les soutient, avec le docteur Gachet, Manet, Brandon, Rouart, Muhlbacher, Durand-Ruel, également le baryton, Faure, qui sont présents. Nous sommes en 1874. Cette première exposition impressionniste va être un échec commercial complet, au point que l'année suivante, en 1875, les impressionnistes vont décider d'organiser une vente pour rattraper les mauvais chiffres de cette première exposition impressionniste. Et cette vente impressionniste de 1875 qui se tient à Drouot, à Paris, va être également un échec. Donc ce sont des débuts très, très difficiles. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de s'associer à un certain nombre d'artistes reconnus par le salon. Donc voilà, voilà pour cette présentation de cette première exposition impressionniste et des artistes présentés. Je vous remercie. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions maintenant sur ce webinaire. Je voulais moi-même poser une question à Géraldine. Qu'est-ce que vous pensez éventuellement, qu'est-ce qui a fait que des artistes comme Monet ou Renoir, selon vous, aient pris en quelque sorte le dessus sur des peintres moins connus comme Denitis, même comme Sisley, qui aujourd'hui a moins la faveur du public? Est-ce que c'est dû à... Alors je pense qu'il y a une chose déjà, c'est en fait, Monet et Renoir, heu et notamment, je vais parler surtout de Monet puisque c'est lui qui va, finalement créer le buzz, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il va oser et affirmer une nouvelle manière de peindre. Renoir va le faire aussi à sa manière et cette façon, de travailler, avec cette facture, très esquissée, finalement qui va à contre-pied de ce que le salon officiel, présente, c'est peut-être cela hem, qui va faire que ces artistes vont rester, vont passer à la postérité. Quand vous voyez le travail de Denitis qui est très reconnu de son temps, Denitis, lui, va accorder son travail,
parfaitement au canon officiel du salon. Donc il va être reconnu par le salon officiel et il va soutenir, les impressionnistes, mais il ne va faire que les soutenir. Il va très peu, travailler avec cette facture totalement révolutionnaire, qui se libère complètement, alors déjà des sujets propres au salon, hein, des sujets plutôt, mythologiques ou de la peinture d'histoire pour, justement, hisser en fait la société contemporaine, je dirais même la famille, puisque Monet va peindre sa femme Camille, heu Berthe Morisot va peindre sa sœur et va hisser finalement les membres de leur famille, ils vont les hisser au niveau de la peinture d'histoire. C'est-à-dire que c'est en cela aussi qu'ils vont créer une révolution et que finalement l'époque, les journalistes, la critique, heu, va pointer du doigt, ce travail complètement révolutionnaire et heu et finalement, c'est ce travail révolutionnaire qui va faire date. On rentre vraiment dans une ère où finalement la critique d'art, heu, va qu'elle encense ou qu'elle vilipende finalement les artistes, elle va, pointer, du doigt, par la critique et mettre en avant une nouvelle école. C'est-à-dire que et c'est ça qui est intéressant, c'est aussi tout le paradoxe, c'est-à-dire que ces artistes ne veulent absolument pas faire école. C'est pour ça qu'ils prennent un nom extrêmement, vague, heu et finalement, ils vont faire école malgré eux et ceux qui finalement restent, dans qui travaillent à la manière, des artistes du salon, ne vont finalement pas rester à la postérité. Sachant que, en ce qui concerne Renoir, Monet, Sisley, Basile, ils ont été ensemble dans un atelier donc très traditionnel. Et donc, on fait déjà, je peux dire, éclater la manière de peindre à ce Absolument, moment-là. absolument. Oui, ils ont tous été dans l'atelier de Charles Augler, notamment. Oui, oui, absolument. Est-ce que vous avez l'impression également, alors il y a pour ma part quelqu'un peut-être dont on pourrait parler, que vous connaissez sûrement, c'est Caillebotte. Oui. Comment également, par rapport à cette exposition de 1874, comme on sait qu'il a été un grand mécène, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? La façon dont il a soutenu Alors il a quelques-uns de ces artistes, en fait. oui, il a soutenu, effectivement par, son mécénat certains de ses artistes, mais il ne figure pas, Ne figure pas. dans cette première exposition impressionniste. Même si, finalement, il pourrait, y figurer par ses sujets extrêmement modernes, par ses compositions aussi tout à fait nouvelles. Caillebotte est vraiment, un artiste très intéressant, qui est à la fois pas présent dans cette exposition, de 1874 et qui en même temps joue un rôle très important, dans le soutien, aux impressionnistes. Absolument. D'autre part, on avait l'impression en regardant ce webinar que, les artistes, nous, ça nous paraît maintenant assez évident que ce soit les artistes les plus connus aujourd'hui, qui soient restés, si on peut dire. Quand on voit effectivement, il y avait peut-être aussi un problème de génération. Si on voit Cals, si on voit Braquemont, c'était plutôt des artistes dont tournaient vers encore le 19e. Est-ce qu'également, je sais que vous en avez parlé un peu avant, des artistes comme Brandon, qui se sont en fait pas expatriés, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ces artistes ont un peu quitté le cénacle parisien en quelque sorte? Oui, absolument. Bah, ce sont des artistes qui, ont eu en fait une espèce de fulgurance à ce moment-là, qui se sont, en fait, ces artistes ont décidé de parce qu'ils étaient pour certains, peu reconnus au salon ou accrochés aussi, parce que le salon, voilà, c'était un très, très grand nombre, d'artistes, d'œuvres présentées et ces artistes ont voulu participer à cette première exposition impressionniste aussi pour se faire reconnaître autrement. Ils ont montré aussi une certaine opposition au salon officiel. Ils ont souhaité cette ouverture, mais effectivement, ils ont participé parfois qu'à la première exposition impressionniste. Et puis finalement, leur travail était très, très classique. Brandon, c'est de la peinture d'histoire, par exemple. Donc son travail, ne va pas du tout coller,
à cette nouvelle manière de peindre, hein. C'est une peinture très, très classique et donc il ne sera effectivement absolument pas, reconnu. Il y a d'autres artistes, je pense à Colin notamment qui lui, va s'expatrier, en région. Il est à la fois né, à Arras et puis, il va, peindre, au Pays basque essentiellement. Il va, sortir du cénacle parisien. Donc ces artistes vont avoir voilà, c'est une présence en 1874, puis ensuite, vont quitter Paris. Alors, on a une question intéressante qui apparaît. Je vous remercie de cette présentation. Et que répondriez-vous à ceux qui disent que ce sont les mécènes et amateurs américains qui ont permis aux impressionnistes de survivre? Alors Question intéressante. c'est une question, très intéressante et tout à fait juste. Hem, mmh, En fait, je suis d'accord, avec, cette personne, mais c'est vraiment par le travail, du marchand Paul Duranvel que le travail des impressionnistes, a été reconnu, aux États-Unis. Donc, bien sûr, la 1re exposition que Duranvel organise à New York en 1885, me semble-t-il, j'espère ne pas dire de bêtises, va être un très grand succès. Il a l'idée, en fait, géniale, parce que finalement, le succès a du mal à venir, à Paris, les collectionneurs, voilà, sont peu friands de cette nouvelle manière de peindre et finalement, Duranvel a l'idée géniale de présenter ce travail des impressionnistes à New York. Et finalement, aux États-Unis, il n'y a pas, il n'y a pas de salon, il n'y a pas donc un salon officiel avec tout ce que cela comporte finalement, heu, de blocage, je dirais. Et finalement, les grands collectionneurs américains, qui sont des entrepreneurs, des self-made man, vont tout de suite adhérer à cette nouvelle peinture. Et effectivement, je crois que Duranvel vend, absolument toutes les œuvres qui sont présentées dans cette première exposition à New York. C'est le début du succès pour les impressionnistes, notamment de Claude Monet, qui va, à partir de ce moment-là, vivre de sa peinture, qui va pouvoir d'ailleurs, agrandir son jardin de Giverny donc je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il y a vraiment cet intermédiaire de Duranvel, qui est très important et qui va comprendre vraiment le marché américain et qui saura faire vraiment le lien avec le marché français. Et après, effectivement, c'est effectivement les mécènes américains qui vont soutenir les premiers. Heu, alors, ils vont soutenir les premiers de manière importante, les impressionnistes, mais il ne faut pas oublier également de mentionner le 1er cercle des mécènes, des impressionnistes qui très souvent, se trouvent dans les amis ou dans la famille même, hein. Je pense notamment à Léon Monnet qui a été, un des premiers mécènes et soutien, de son frère, Claude Monet ou encore, heu, au, au collectionneur, rouennais François de Pau, qui a soutenu ouvertement, les impressionnistes. Voilà, alors je crois qu'on touche à la fin de cette présentation. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Donc, évidemment aller voir cette Ah oui. exposition, Oui, je au vous musée d'Orsay. conseille, d'aller voir cette exposition au musée d'Orsay qui est absolument, magnifique. Vraiment, et puis alors l'exposition a l'intérêt de bien montrer justement que, toute cette diversité, de l'exposition, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien des dessins, des gravures, des sculptures. Donc on comprend bien la richesse de cette première exposition impressionnisme, son éclectisme, c'est vraiment le mot, hein, une exposition très éclectique. Et également, ce qui est intéressant, c'est que les 2 commissaires, Sylvie Patry et Anne Robbins, ont su, justement, de manière très appropriée aussi, montrer les grandes machines qui sont montrées au salon du 1874 en parallèle. On comprend d'autant plus ce que cette première exposition des impressionnistes a de révolutionnaire. Donc vraiment, une exposition à voir et à revoir, une exposition très, très riche, très dense. Voilà. Eh bien, merci, à tous. Merci à Géraldine de cette présentation. Je ne crois pas qu'on ait d'autres questions sur, ce webinaire. Vous pouvez revoir évidemment ce webinaire, sur,
WPI.art sur YouTube et profiter de cette présentation. Voilà. Merci Géraldine Lefebvre. Merci à vous.